Ce soir à l'émission, l'ex-député Claude Surprenant engage une poursuite contre la coalition Avenir Québec. Par les gestes qui étaient posés par la CAQ, j'ai été un peu une personne qu'il fallait se tenir loin. Et Bois des Filions tient sa journée des organismes. La journée des organismes sert à faire connaître nos différents organismes communautaires et sportifs. En entrevue, je reçois le premier député des Pays d'en haut, Tim Watchorn. Ça prend des gens solides à Ottawa pour faire face à M. Trump parce que c'est une menace existentielle. Je m'entretiens également avec la Dr Lynne Couture à propos des indicateurs de performance imposés par Québec. Chaque médecin de famille ajouté réduit les visites à l'urgence et les hospitalisations. Enfin, Karine Daou nous présente la programmation estivale à l'Hurlu. On est dans les derniers moments de préparation, de production de nos spectacles de fin d'année pour tous les élèves de notre école. Bienvenue à Accès local. Jeudi 8 mai 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La saga de l'ex-député de Groux, Claude Surprenant, n'est pas terminée. Il poursuit maintenant la coalition Avenir Québec pour une somme de 3 millions de dollars. Oui Claude, j'ai rencontré M. Surprenant suite à l'annonce de cette poursuite. On peut écouter immédiatement sa réaction. Un coup dur. J'avais bonne foi en ces gens-là, comme quoi ils régleraient. Je suis un peu surpris d'avoir eu à me rendre jusque-là, de faire appel aux tribunaux pour dénouer cette situation-là. On pourrait peut-être faire un rappel des faits, Clara. Oui, Claude, M. Surprenant a été élu sous la bannière de la CAQ en 2014. 3 ans plus tard, il se fait exclure du caucus de son parti suite à des allégations de transactions irrégulières dans ses dépenses. M. Surprenant a reçu un blâme du commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale de l'époque suite à un rapport basé majoritairement sur les propos de Julie Nadeau, ex-employée du bureau de M. Surprenant, responsable de la comptabilité. M. Surprenant s'est toujours défendu de ces accusations et en 2022, le tribunal administratif du travail lui donne raison et relève les nombreux mensonges véhiculés par Mme Nadeau. Il se trouve qu'elle avait détourné 8 000 $ des coffres du député dans son propre compte en banque. En automne 2023, l'unité permanente anticorruption condamne Mme Nadeau à 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 2 400 $ pour fraude, parjure et usage de faux. Et c'est après ça, Clara, que l'Assemblée nationale avait levé le blâme adressé à M. Surprenant, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Déjà, durant ces procédures judiciaires, la réputation de M. Surprenant a pris un coup dur. Il a été défait aux élections de 2018 où il se présentait comme député indépendant. Depuis la levée du blâme, il y a un an environ, M. Surprenant attendait une réparation ou une forme d'excuse. Il entreprend alors des discussions avec des représentants de l'Assemblée, avec Mario Laframboise, aussi whip de la CAQ. Plusieurs lui assurent leur soutien. M. Surprenant convient même d'un montant de compensation avec M. Laframboise, mais les démarches n'ont pas porté fruit. En novembre dernier, l'ex-député avait aussi fait parvenir une lettre officielle à l'Assemblée nationale pour demander réparation, en espérant ne pas avoir à se rendre jusqu'à la poursuite judiciaire. On écoute à ce propos M. Surprenant. Je suis étonné que tout le monde est là, me regarde individuellement. Claude vient prendre une bière, vient prendre un café, il lâche pas tout ça. Puis collectivement, ça avance pas. Je trouve ça très décevant. Alors, j'ai été mis de côté. J'ai été, par les gestes qui étaient posés par la CAQ, j'ai été un peu une personne qu'il fallait se tenir loin. Alors, toxique, que je dirais. Les derniers 12 mois, je m'en serais bien passé. Oui, je me serais attendu que quelqu'un, quelque part à l'Assemblée, dit que ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Et maintenant, Clara, la somme que demande M. Surprenant s'élève à 3 084 137 $. Pour être très précis, pourquoi ce montant? Alors, c'est un dédommagement. M. Surprenant demande l'équivalent de son salaire pour son deuxième mandat qu'il n'a jamais effectué, mais qu'il pense qu'il aurait remporté sans cette affaire. Il demande aussi un ajustement fiscal et un ajustement de son fonds de pension. Dans cette somme, M. Surprenant réclame aussi 750 000 $ en dommages et 500 000 $ en dommages punitifs pour le tort qui lui a été causé par la CAQ. Lors de la levée de son blâme, la juge responsable de rouvrir le dossier avait relevé plusieurs irrégularités dans le premier rapport du commissaire à l'éthique ayant condamné M. Surprenant. Celui-ci déplore que le rapport initial avec les passages mensongers soit toujours disponible et accessible sur le site Internet du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Et M. Surprenant soutient qu'il doit vivre encore avec les conséquences de cette affaire-là aujourd'hui. Oui, presque 10 ans maintenant depuis les premières accusations et M. Surprenant dit avoir hâte de tourner la page. L'année dernière, il avait annoncé qu'il considérait à se lancer dans la course à la mairie de Sainte-Thérèse, mais est revenu sur sa décision depuis. On peut l'écouter à ce propos.
Je pense que je nuirais à la municipalité d'être là, puis de l'autre côté, d'être en opposition avec le gouvernement pour discuter, pour avoir des avantages, avoir qu'ils participent à des programmes ici, mais je ne serais pas en bonne position pour défendre les intérêts de la Ville. Donc, c'est une conséquence directe du fait qu'il ne règle pas, le fait que je ne peux pas aller plus loin dans mon cheminement. Voilà, Claude, donc la poursuite a été déposée. Monsieur Surprenant fait aussi appel aux valeurs démocratiques de l'Assemblée nationale pour régler cette affaire et demande des excuses. De notre côté, on va continuer à suivre ce dossier-là de près. Je rappelle que Monsieur Surprenant a publié un livre à l'automne 2023, Une fausse avocate berne l'Assemblée nationale, la vérité défendue avec courage, dans lequel il raconte son histoire. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la journée des organismes à Bois-des-Filions. À plus tard, Claude. La Ville de Sainte-Thérèse a tenu sa soirée reconnaissance des bénévoles le 29 avril dernier au cabaret BMO Sainte-Thérèse dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole. 2 bénévoles et un organisme ont reçu un prix Excellence Bénévolat Sainte-Thérèse, soit Louise Dugas dans la catégorie Engagement d'une vie, Isabelle Castonguay dans la catégorie Bénévole d'exception et le Club Optimiste Sainte-Thérèse dans la catégorie Organisme inspirant. L'aile Sainte-Anne-des-Plaines de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville relance la promotion du projet Travaux payants, une initiative qui vise à soutenir les commerçants locaux et récompenser la fidélité des citoyens. Déployé à l'automne 2024, le programme propose une carte fidélité gratuite que la population peut utiliser dans les commerces participants. 7 commerces se sont joints au mouvement, soit Beauté Siravi, Boutique Rose Balloon, Centre Kevalia, Coiffure Joanne Fournier, Les Charbonneaux, Les Gourmandelles et Les Petits Délices à Nancy. Impliqué en politique municipale depuis 24 ans, dont les 16 dernières à la mairie de Morin Heights, Tim Watchorn fait le saut en politique fédérale, lui qui vient d'être élu député de la nouvelle circonscription des Pays d'en haut, sous les couleurs du Parti libéral du Canada. C'est un plaisir de l'accueillir. Monsieur Watchorn, bonsoir. Bonsoir. Félicitations. D'abord, ça a été une course assez serrée là, avec la candidate bloquiste Ariane Charbonneau, que vous avez battue finalement par 3160 voix. Il a fallu pour ça un décompte là, qui s'est poursuivi jusqu'aux petites heures du matin. Est-ce que vous avez dormi dans la nuit du 28 au 29? Pas beaucoup, mais le lendemain, je vous dirais pas mal. Oui. Parce que une campagne électorale, c'est 6 semaines intenses, là, 12 heures par jour, 7 jours semaine. Ouais. Fait que non, l'adrénaline était au rendez-vous, je vous dirais, le soir de l'élection, mais après ça, on se repose un peu. Dès le début de votre campagne, M. Watchorn, vous affirmiez vouloir vous lancer en politique fédérale essentiellement à cause de Donald Trump. C'est un genre de mission que vous vous êtes donné? Ben moi, je me suis dit que ça prend des gens solides à Ottawa pour faire face à M. Trump parce que c'est une menace existentielle. Tu sais, on le voit, puis je pense que M. Carney est très bien fait. Puis c'est une des raisons pourquoi je me suis impliqué en politique. Je pense que M. Carney, c'est vraiment la personne qu'on a besoin pour faire face à la menace de l'autre côté de la frontière. Et moi, je pense que je peux être une voix forte en ayant une bonne expérience ici. Sur le terrain pour représenter les Pays d'en haut. La circonscription des Pays d'en haut est apparue en 2023, là, à la faveur d'un redécoupage. Moi, j'y ai compté, vous me corrigerez si je me trompe, 19 petites municipalités. Il y a un enjeu, dites-vous, sur le plan des infrastructures. Ça, c'est votre domaine à vous, puisque vous êtes un ingénieur civil. Comment un député fédéral peut s'impliquer dans ce genre de dossier-là? Ben, le premier moyen, c'est moi, ce que je me suis aperçu en étant maire pendant plusieurs années, c'est qu'on attend souvent après les subventions. Ouais. Et souvent, les problèmes sont du fait que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial n'arrivent pas à s'entendre. Donc, moi, je pense que c'est très, très, très intéressant de pouvoir essayer de lisser cette relation-là entre le fédéral et le provincial pour que l'argent que nous utilisons, là, des contribuables, puisse arriver à bon port dans les mains des municipalités qui ont besoin de cet argent-là pour réaliser des projets, puis pas être toujours en attente d'une signature entre le provincial et le fédéral. Il y a quand même toujours des sensibilités à ce niveau-là, mais bon. Vous avez été en politique municipale pendant 24 ans. Qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux qui pourrait justement vous servir comme député? Ben moi, je pense qu'il faut travailler avec tout le monde, toutes les partis, tous les gens de toutes les allégeances politiques pour arriver à faire des beaux projets pour la population. Je vous donne un exemple qu'on a fait à Morin Heights. On a fait une résidence pour aînés, 30 unités pour des personnes de 75 ans et plus, et ça a pris 5 ans à réaliser le projet. Mais on a réussi à le faire parce qu'on a fait contribuer beaucoup de partenaires.
Puis moi, je pense que ma force là-dedans, c'est de rallier les partenaires pour être capable de livrer des projets. Vous avez été impliqué aussi pendant plusieurs années dans le dossier du Centre sportif des Pays d'en haut, un équipement qui n'a pas été facile à obtenir, semble-t-il. Est-ce que vous pensez avoir développé là une certaine ténacité qui va vous servir encore comme député? Ben il faut. Écoutez, on a parlé du centre sportif pendant 20 ans, là, puis nous autres, on a réussi à le faire, là, au travers de 2 mandats de deux conseils des maires différents. Et c'est vraiment apprécié par la population. Je vous dirais même que l'aréna est déjà pleine, là, puis il va falloir éventuellement que les gens du coin pensent peut-être à ajouter une deuxième aréna, mais je leur laisse le soin d'avancer ce projet-là. Mais écoute, on est extrêmement fiers d'être arrivé à bout de ce projet-là. 45 millions. Ouais. Encore une collaboration du fédéral, du provincial et des municipalités qui ont été impliquées dans le projet. On parle de 10,8 millions du fédéral, 10,8 du provincial et 21 millions des municipalités concernées. La raison d'être de votre engagement politique municipal, c'était de créer une communauté au sein de laquelle vos enfants souhaiteraient vivre. Ça, vous pensez l'avoir accompli, si j'ai bien compris, mais quelles sont désormais vos ambitions à titre de député des Pays d'en haut? Ben moi, je vais commencer pas par pas. Hein. J'ai toujours, comme ingénieur, j'ai un cerveau cartésien, là, donc j'essaie d'avancer pas par pas, apprendre mon métier. Je pense que la première étape, c'est d'apprendre le métier de député, puis de bien défendre les intérêts de la population. Moi, c'est ça mon premier objectif là en allant à Ottawa, c'est de défendre les intérêts des citoyens d'ici. Il y a des endroits que je connais très bien dans la circonscription, puis il y a des endroits que je connais moins. Donc, je dois apprendre à connaître les besoins des populations qui sont à l'extérieur de la MRC des Pays d'en haut, puis je m'engage à le faire. Puis je l'ai fait longtemps dans la politique municipale, puis je pourrais vous dire, mon grand-père était maire de Mornay aussi, puis c'est les discussions alentour de la table les dimanches soirs qui m'ont donné l'intérêt de m'impliquer. Je le voyais, tu sais, qui était emballé par ça, et ça m'a donné vraiment le goût de m'impliquer, puis d'essayer d'améliorer notre point de vie. Je voyais notre communauté, je voyais des gens chialer alentour, mais les gens, ils s'impliquaient pas, puis je trouvais ça de valeur. Donc, je me suis dit, moi, je ne serai pas de ces personnes-là. Si je veux chialer, ben il va falloir que je m'implique, et c'est ça que j'ai fait. Écoutez, ben, c'est tout le temps qu'on a. Moi, je vous souhaite un très bon premier mandat à la députation des Pays d'en haut. Tim Watchorn, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de me recevoir, M. Desjardins. La Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à l'événement Porte ouverte des travaux publics le samedi 24 mai de 8h à midi aux ateliers municipaux. Pour une 3e année, cet événement familial permettra de voir l'envers du décor de ce service. Il sera possible de faire la visite des lieux, de monter à bord des véhicules et de parcourir les kiosques pour en apprendre davantage sur les services des travaux publics comme la menuiserie, la signalisation, la voirie et l'horticulture. Des plans et des plantules d'arbres seront remis gratuitement sur place. La 10e édition de la soirée bénéfice Accordons à chaque mai son vin, organisée par la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et présentée par la Banque nationale, a rassemblé près de 200 invités le 2 mai dernier à l'Agora du Cégep. L'événement, qui célébrait son 10e anniversaire, a permis d'amasser la somme record de 75 000 $ qui sera directement réinvestie dans les projets de la Fondation. Accordons a déjà permis de soutenir les étudiantes et étudiants du programme Gestion d'un établissement de restauration et les membres de l'équipe féminine de volley-ball des Cheminots. On va aller voir ce qui se passe du côté de l'Hurlu avec sa directrice générale, Karine Daou. Bonsoir, Karine. Salut, salut. Karine, c'est le mois de mai pour la plupart des lieux comme le vôtre qui abritent des écoles de jeux, de chants, etc. C'est synonyme de fin d'année. J'imagine qu'il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Effectivement, on est dans les derniers moments de préparation, de production de nos spectacles de fin d'année pour tous les élèves de notre école. Il y en a combien de spectacles, combien de groupes? On a 6 spectacles. Donc, les groupes, autant les jeunes que les vieux, là, donc 7, 9 ans, 10, 12 ans, les 2 groupes ados, les 2 groupes adultes, puis aussi les groupes de comédie musicale qui vont nous offrir des spectacles tout au long du mois de mai et juin. Comme quoi, par exemple? On a le temps d'énumérer les spectacles qui vont être présentés. Ah, parfait. Donc, la comédie musicale, cette année, c'est un hommage à Notre-Dame de Paris. Oui. Donc ça va être vraiment le fun à voir. On a Le Rire de la mer
présenté par le groupe de Charles-Alexandre. On a le linge sale aussi, présenté, c'est un drame là, présenté par le groupe de Marie-Ève. Et pour les plus jeunes, on a la comédie musicale, un hommage à la comédie musicale Beetlejuice pour les ados. Ouais. Puis, le reste, c'est des créations là, qui ont été faites par les enseignants. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui les unit, ces spectacles-là? Non, on avait une thématique annuelle à notre période d'inscription là, qui était l'aventure commence ici. Ouais. Donc là, l'aventure se termine. L'aventure se termine ici là, pour cette année. Puis on est très excités de présenter la prochaine année qui s'en vient. Puis, ça, généralement, ces spectacles-là, c'est quand même des grosses distributions. Là. Il y a un défi de cohésion là-dedans. Effectivement, chacun des groupes a entre 6 et 19 élèves. Oui. Donc, c'est beaucoup de gymnastique au niveau des textes, de la mise en scène pour laisser de la place à tout le monde. Puis, nos élèves sont bien excités là, de présenter tous ces spectacles-là qui s'en viennent. Donc, c'est des mois très, très gros pour l'Hurlu parce que les deux côtés sont sollicités, donc autant l'école que la salle de spectacle. Les professeurs et leurs élèves, quand ils jouent la fin de semaine, ils rentrent en salle le lundi. Puis là, ils utilisent la salle toute la semaine pour préparer leur spectacle, mettre en place, parce dans certaines circonstances, on change la scène de place, on déplace le mobilier, tout ça, pour vraiment permettre d'être un peu plus immersif là, dans les spectacles. C'est la fin de l'année, j'imagine que vous commencez déjà à penser à la prochaine. Est-ce que l'offre sera similaire? Est-ce qu'il y a une période d'inscription qui s'en vient? Effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on pense à la prochaine année qui s'en vient parce que on a toujours envie d'offrir davantage de projets. On va simplifier la programmation. Par contre, on va augmenter le nombre de cours, de places aussi, parce qu'on est rapidement plein à chaque année. Depuis qu'on est propriétaire de l'Hurlu, à chaque année, donc on va augmenter, on va ajouter un parcours. On va, pour les élèves qui font l'école à la maison, donc pour leur permettre de travailler les arts de la scène, les arts vivants à l'Hurlu. Ah, quelle bonne idée! Oui, peut-être un programme en arts plastiques aussi, là, on attend certaines confirmations. Puis c'est ça, donc la nouvelle programmation va sortir environ en juillet. Nous, on doit offrir une préinscription à nos élèves. Donc, si la clientèle, si les gens intéressés ont envie d'avoir priorité sur les inscriptions, il faut absolument s'inscrire sur les listes d'attente. C'est sûr, parce que si, mettons, votre enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis il veut faire du théâtre, puis si vous n'êtes pas sur la liste d'attente, malheureusement, on n'aime pas ça refuser les gens, mais ça risque d'être complet rapidement là, à notre école. Donc, on souhaite que les gens s'inscrivent à la liste d'attente. Ça leur donne le privilège d'avoir accès en priorité là, à nos cours. En fin de semaine, c'est le festival Santa Teresa. Je sais que vous accueillez des événements. Oui. Je sais qu'il n'y a plus de place. Non, mais c'est gratuit. On suppose si les gens arrivent. Il n'y a pas de billets, là, fait que vous venez en grand nombre, mais il y a tout le temps des line-up, il n'y a jamais de place. Mais on peut prendre une chance quand même. Vous pouvez tout à fait prendre une chance. Là, vraiment. Notamment dimanche, ce sera avec Flore Laurentienne qu'on va passer la soirée. Mon fils Elliot est vraiment bien excité, c'est un de ses groupes favoris. Là. Oui. Donc, on a vraiment hâte de les accueillir. Puis, donc, on reçoit donc vendredi le volet pro. Et toute la fin de semaine, des artistes en instrumental dans notre salle. Donc, ça va être incroyable. Écoutez, le mot de Cambronne là, pour tous vos élèves qui vont se produire dans leur spectacle de fin d'année. Karine Daou, merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir. Fermement résolu à imposer des indicateurs de performance aux médecins de famille et garantir une prise en charge de 100% des patients québécois, le gouvernement Legault y va d'un projet de loi en ce sens aux grandes dames des fédérations médicales. J'en discute avec la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Je précise avant de commencer que cette entrevue-là a été enregistrée ce matin, que le projet de loi n'était pas encore déposé, mais qui, vraisemblablement, il le sera. Le premier ministre a dit que ça allait brasser, qu'il n'était pas question que le gouvernement recule. Est-ce qu'il y aura de la bagarre? C'est tellement pas notre objectif. Nous autres, les médecins de famille, là, on veut voir des patients, on veut travailler avec nos patients, on veut donner des services. Je pense que c'est ce que les patients veulent également.
Ils veulent pas de bataille avec le gouvernement, ils veulent des services. Puis nous, on est là pour demander à ce qu'on s'assoie ensemble, puis qu'on discute comment on peut les demander, comment on peut les offrir ces services-là en groupe. Parce qu'il en manque 2000 des médecins de famille, on ne fera pas de la magie. Puis c'est pour ça qu'on demande aussi un arbitrage. Monsieur Legault en rajoute en disant que 100% des Québécois doivent être pris en charge par un médecin ou un milieu de soins. On est rendu loin dans la sémantique. Et on dirait qu'il pense que cette responsabilité-là n'appartient qu'à vous, les médecins, que c'est vous qui avez la solution en main. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, écoutez, la responsabilité légale de l'organisation des soins appartient au ministère. OK? C'est pas la responsabilité comme telle. Mais ceci étant dit, on est très d'accord pour trouver des solutions pour prendre en charge la population et on travaille dans ce sens-là. On a des solutions proposées, on les a proposées. Malheureusement, on ne nous écoute pas. Puis, vous savez, quand vous avez les solutions viennent habituellement de la base. Les meilleures solutions, elles viennent de la base. On les a, on les offre, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Il y a un déficit de 2000 médecins de famille. Ça prend des solutions à court, moyen, puis long terme. D'ailleurs, on apprenait ce matin dans la presse que le comité d'experts du gouvernement a un avis différent du gouvernement. Il suggère plutôt d'investir davantage en première ligne. Ça ressemble pas mal au discours des fédérations médicales, ça. Bien, écoutez, on a essayé de faire nos devoirs comme fédération médicale, justement, puis comme association. On a regardé qu'est-ce qui se passe. On n'est pas désincarné de la pratique. Moi, je pratique, j'ai encore 1 millier de patients à mon nom. Puis, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'inspirer, parce que notre souci, c'est de donner des services à la population. Or, le Québec est la province où on investit le moins en première ligne. Puis, on a entendu le ministre, le premier ministre puis le ministre Dubé dire « c'est épouvantable, il y a une augmentation », puis ça, c'est les chiffres de Mme Biron, 17 milliards de plus pour la santé depuis 2020. Mais la réalité, c'est que c'est 0 de plus pour les médecins de famille. Ouais. On ne peut pas dire tout et son contraire, là. À l'origine de tout ça, il y a le rejet unanime de la dernière offre du gouvernement à la table de négociation. Ce qui remontait à la surface, et je ne sais pas si ça fait encore partie des débats, là, mais c'est le fameux code de couleur qu'on veut accoler aux patients pour déterminer un ordre de priorité. Qu'est-ce qui vous déplaît tant là-dedans? Bien, écoutez, les patients, nous autres, dans ce fameux code de couleur-là, ce qu'ils ont dit, c'est que les patients qui étaient clairs, il y avait 4 codes de couleur, vert, jaune, orange et rouge, donc en allant théoriquement, selon les critères de fonctionnaires et du gouvernement, de moins malade à plus malade. Maintenant, est-ce qu'on fait confiance aux fonctionnaires pour attribuer le bon code de couleur? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et les jaunes et les verts, donc les supposément moins malades, eux, pourraient perdre leur médecin de famille. Ça, pour nous, c'est inquiétant. On veut pas que les patients perdent d'accès. On veut pas ça. Et même si je le perds pas, est-ce que je risque de le voir moins souvent? Bien, vous les voyez déjà moins souvent. On les voit déjà moins souvent, les patients qui sont pas malades. Tu sais, je veux dire, si vous n'êtes pas malade, venez pas me dire bonjour, là. Oui, absolument. On pourrait avoir l'impression, Dr Couture, que ce que le gouvernement veut, au fond, c'est que tous les Québécois se retrouvent sur une liste, mais peu importe la nature de la liste. Est-ce que ça se peut? Bien, écoutez, est-ce que nous autres, comme médecins de famille, on aimerait ça que chaque Québécois ait un médecin de famille? La réponse est oui. Ouais. C'est démontrer que c'est coût-bénéfice, que c'est mieux pour la population, que chaque médecin de famille ajouté réduit les visites à l'urgence, les hospitalisations. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est incroyable de ne pas regarder des mesures d'attractivité puis de créer plus de médecins de famille, de s'assurer qu'on en forme davantage. Là, on les crée pas. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit des lois de plus en plus contraignantes et ça nous inquiète parce qu'au lieu d'augmenter l'attractivité en médecine familiale, ben malheureusement, on est en train de faire fuir les étudiants vers d'autres choses. Ça, c'est très inquiétant. Donc, je vous parlais de court, moyen, long terme. Donc, on comprend que votre solution, c'est d'investir en première ligne. On est la province qui investit le moins au Canada en première ligne. Puis on est la province où il y a le plus de problèmes. Alors, on n'a pas fini de parler de ça. Il faudra peut-être revenir pour nous parler du projet de loi quand il aura été déposé. Dr Lynne Couture, c'est toujours un plaisir. Merci, toujours un plaisir pour moi aussi. On est de retour avec Clara Matéjonet. La ville de Bois-des-Filions organisait la fin de semaine dernière la journée des organismes et les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, Claude, c'est l'occasion pour les citoyens de venir découvrir les services que leur ville peut leur offrir dans une ambiance festive. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir.
la Journée des organismes sert à faire connaître nos différents organismes communautaires et sportifs, associations aussi sur le territoire de Bois-des-Filions et des environs, autant à nos nouveaux citoyens que les citoyens qui sont ici là, depuis quelques années. Donc, ça leur permet de venir découvrir les différents services de nos partenaires. Alors, on a des organismes pour les personnes aînées comme l'Âge d'Or, le Cercle des fermières, on a le Service d'aide Saint-Maurice, on a aussi les Chevaliers de Colomb qui viennent en aide aux plus démunis. On a pour la famille Parents Secours, pour les enfants, Maison de la famille qui offre des activités culinaires aussi. On a les services aussi de la ville, donc les pompiers, environnement, policiers aussi. Pour avoir accès, ils peuvent se rendre sur notre site Internet. On a une section dans les loisirs qui se nomme Organismes et on a à ce moment-là toute la liste de nos organismes et associations avec les coordonnées de chacun. Ça fait plaisir. On est content que nos familles puissent participer, voir les différents services qui sont offerts sur le territoire, qui peuvent venir en aide autant aux enfants, aux adultes, aux personnes plus vulnérables, personnes âgées aussi. Il y a de plus en plus d'itinérance, donc on a vraiment des beaux services pour aider au niveau culinaire et de l'alimentation. Donc on vient essayer de combler là, les besoins de nos familles, mais aussi nos organismes d'être capables de venir en aide puis d'être capables d'offrir différents services. Voilà, Claude, c'était 17 organismes et intervenants municipaux qui étaient présents dimanche dernier pour partager avec les Fillonnois et Fillonnoises. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.